du Royaume-Uni, de l'organisation, et dans un contexte qui était marqué par une défiance totale, par une espèce de destruction, de volonté de destruction du principal instrument des relations internationales que sont les Nations Unies. Vous avez maintenu le cap de l'UNESCO, faisant d'elle d'ailleurs cette organisation, faisant d'elle le phare, l'organisation phare dans le système des Nations Unies. Et avec vous, l'UNESCO est devenue, il faut le dire aussi, une sorte de laboratoire où a été testé en tout cas un nouveau type de relation entre le Nord et le Sud, moins conflictuel, ça a été le cas, et surtout tourné vers la recherche de nouveaux moyens de promouvoir un ordre international beaucoup plus apaisé. Et réélu, vous le savez sans doute aussi, ici présent, pas le directeur général, pas ses collaborateurs qui étaient là, je pense à Henri Lopez, Hervé Bourges, je ne le vois pas, mais donc réélu, pardon, excuse-moi Hervé, réélu donc brillamment, à l'unanimité pour un mandat de 7 ans, ce qui est une exception, il faut le savoir. D'habitude, c'est 6 ans, il était élu pour faire concorder, autant que je me souviens, avec un plan à moyen terme, c'est bien ça, à la tête donc de l'UNESCO, ce qui est inhabituel, il faut le dire aussi, pour une organisation considérée, toujours considérée comme frondeuse, comme l'est d'ailleurs la culture frondeuse, et donne un peu la mesure, finalement, de ce que vous aviez déjà, comment dirais-je, instauré comme climat. Et bien que faisant face par la suite, bien qu'ayant eu à faire face par la suite à une farouche adversité qui était bien organisée, relayée par des grands médias internationaux, qui étaient partis en véritable croisade contre le NOMIC, le nouvel ordre mondial, l'information et la communication, vous n'avez à aucun moment, et c'est pour ça que je reviens à ces valeurs que tout le monde a soulignées ici, vous n'avez à aucun moment été habité par une quelconque tentation de repli qui vous aurait conduit à céder à des exigences politiques sous la forme d'une réduction drastique de certaines activités prétendument, bien évidemment, contestées. Et je dois dire que ça vous a au contraire donné des forces parce qu'on l'a vu, et je passe au second volet, si vous voulez, de l'intervention, j'en ai pour 3-4 minutes, cher Henri Lopez, et vous avez réussi à passer un peu de la théorie à la pratique pour donner force au multilatéralisme, et en particulier donc à l'esprit d'échange et de partage qu'il véhicule, quand même ce multilatéralisme, et à l'expression d'une synthèse des intérêts en jeu qu'il incarne. Vous avez initié, ça m'a beaucoup marqué en 1980, parce que ça s'est développé depuis, la mise en place d'un groupe de négociation et de rédaction, c'était le jargon, le sigle anglais barbare, je crois que c'était le DNG, groupe de rédaction et de négociation, chaque fois qu'un projet de texte soumis à la conférence générale pouvait poser problème. Donc il y a là, c'est évident, quelque chose de fort, et vous êtes fait constamment l'avocat du multilatéralisme comme mode de régulation de relations internationales, notamment dans une période, il ne faut jamais l'oublier aussi, où la propension à l'unilatéralisme, notamment américain, on peut le dire, était très prégnante dans l'administration, bien sûr, des États-Unis. Faut-il simplement rappeler que parallèlement au retrait de l'UNESCO, parce qu'on dit c'est un combat contre Beau lui-même, pour diverses raisons, on a avancé des tas de choses, vous le savez sans doute, des griefs imaginaires, l'imagination travaille toujours dans ces cas-là, et bien évidemment, rappeler que parallèlement au retrait de l'UNESCO, le gouvernement américain de l'époque, de l'ère Reagan, tenta, ni plus ni moins, d'asphyxier financièrement toute l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en réduisant unilatéralement la contribution financière à l'organisation, bien évidemment, et en refusant de régler les arriérés. Ce sont des casseroles que l'ONU a traînées pendant pratiquement une quinzaine d'années. Et les faits vous ont finalement raison, cher doyen Amadou Artarmo. Aujourd'hui, nul ne peut imaginer un monde sans multilatéralisme transformé, là aussi, dont il est unanimement admis que seul son cadre est à même de préserver la paix et la sécurité internationale. La mise en pratique, quelques mots de cette mise en pratique du multilatéralisme, je l'ai déjà dit, pour vous, cela valait aussi bien, d'ailleurs, pour le canal universel, pour le cadre universel que régional, vous l'avez dit autant que je me souviens dans un discours à l'OUA, d'ailleurs, à l'époque, le tout est que le fonctionnement du multilatéralisme soit à l'abri des tentations de domination d'un État ou d'un groupe d'États. Et c'est à ce titre que vous avez veillé, par exemple, c'est important,
et c'est resté par la suite, monsieur Maillot n'est pas là, mais il en a bénéficié amplement, tant que je me souvienne, c'est que vous avez veillé justement à ce que les compétences des organes directeurs de l'ONU, c'est-à-dire la conférence générale, le conseil exécutif et le directeur général, bien évidemment, soient respectées conformément à l'acte constitutif, et que les commissions nationales et certaines organisations non gouvernementales, notamment du Sud des pays en développement, soient pleinement associées aux activités de l'organisation. Et c'est cet objectif, par exemple, qui vous a conduit, autant que je me souvienne, à encourager tous les États membres, ce qui n'était pas le cas, à créer des commissions nationales et surtout à apporter un soutien financier à ceux des pays, notamment en développement, pays africains beaucoup, à ceux d'entre eux qui n'en avaient pas en tout cas les moyens. Et arrimer donc à ces convictions sur le sens qu'il faut donner au multilatéralisme et à l'approche spécialisée de l'UNESCO, Amadou Artarmo a très justement réfuté le grief de politisation de l'organisation que ses détracteurs lui avaient opposé et qui n'était rien d'autre qu'un des éléments d'un acte d'accusation à fort relent idéologique dressé par des nostalgiques de l'ordre international qui a été bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les grandes puissances pour assurer, voire pérenniser bien évidemment leur suprématie. Or, à l'évidence, les revendications exprimées par les pays en développement à l'UNESCO comme dans les autres institutions du système des Nations Unies, bien évidemment, et soumises, or, à l'évidence, ces revendications des pays en développement, à l'UNESCO et dans les autres institutions du système des Nations Unies, soumises, on le sait aussi, ça change par rapport à l'ONU, proprement dit, soumises donc aux règles de la majorité, et non pas ce fameux vote restreint, vote dans un organe restreint, comme par exemple le Conseil de sécurité, eh bien, c'est vrai que cette façon de travailler à l'UNESCO battait en brèche, incontestablement, une vision rétrograde, l'ancienne vision des relations internationales. L'UNESCO est certes représentative, on le dit aussi, et là je m'adresse peut-être aux juristes ou aux politologues, est certes représentative d'une institution dont le modèle d'organisation et de fonctionnement renvoie à celui classique des organisations internationales gouvernementales, mais son originalité, car il y en a une, et elle vous doit beaucoup, monsieur le directeur général, son originalité réside dans l'interaction que vous avez toujours soulignée entre politique et culture au sens large, et dans les vertus diplomatiques et politiques attribuées à la coopération intellectuelle internationale qu'elle a pour mission de promouvoir. Du fait précisément de sa mission intellectuelle, indissociable de considérations politiques, celui qui dit le contraire ment incontestablement, bien évidemment, elle a, sous l'impulsion en tout cas de M. Mo, servi d'aiguillon à un nombre d'organisations du système des Nations Unies. Les pays en développement ont ainsi pu, grâce à leur détermination, bien sûr, et leur nombre, faire prévaloir des revendications, tant en matière de représentativité dans les organes directeurs qu'en ce qui concerne les programmes et budgets. Et je terminerai simplement par dire que le respect des règles du multilatéralisme dans votre action vous a conduit à prendre en compte la pluralité des positions des pays membres, y compris en donnant une place plus grande dans les débats aux exigences des pays du Sud, assurant ainsi un fonctionnement démocratique. Ça aussi, c'est ça le multilatéralisme réel, fonctionnement démocratique des organes interétatiques de l'UNESCO. De par la sensibilité des questions qui entrent dans ses compétences, l'organisation a toujours été un lieu de débat passionné, toujours passionné, et d'enjeux profondément politiques, comme on en a testé d'ailleurs les débats ou les controverses autour de la récente élection de la directrice générale de l'UNESCO. Donc c'est évident, et je dirais simplement qu'il n'est pas osé de dire que si l'UNESCO conserve, malgré une fragilité, notamment financière, son prestige et joue toujours le rôle de conscience morale, je l'ai dit tout à l'heure, et intellectuelle, elle le doit parmi d'autres raisons, il y en a beaucoup, surtout, mais en tout cas à la résistance, j'aime bien ce terme, éthique et politique, qu'Amadou Artarmo a opposé lors de ce qu'on appelait la crise de l'UNESCO. Pour finir, mais vraiment finir, 3 lignes, je dirais simplement que dans la gestion et le recrutement du personnel de l'UNESCO, M. Mo n'a été guidé que par la haute idée, et c'est indissociable également du multilatéralisme rénové, la haute idée qu'il a toujours eue, en tout cas de la fonction publique internationale, privilégiant systématiquement les seuls critères de compétence et de répartition géographique fixés par des textes, bien sûr, dans le choix des collaborateurs. Dans le même temps, il s'est attaché à faire respecter par les autorités nationales le statut des fonctionnaires internationaux et à protéger ces derniers contre les atteintes aux immunités prévues par le droit international. Il est arrivé, par exemple, que
le directeur général nomme quelqu'un qui était récusé par une grande puissance. On en a vu quelques-uns comme ça, qui étaient mais vraiment systématiquement ciblés. Et malgré cela, et au nom simplement des principes qui commandent le recrutement,